Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. C'est l'éléphant dans la pièce, que dis-je, un mammouth sur les bords de Seine. Personne n'en parle, mais tout le monde les redoute. Dans un peu plus d'un mois, les Jeux Olympiques de Paris vont s'ouvrir dans la pire situation politique qu'ait connue la France depuis bien longtemps. Des JO de tous les risques sécuritaires, évidemment, qui cumulent des ambitions hors normes, transformer Paris en ville-stade, avec un contexte géopolitique tendu à l'extrême, entre les guerres à Gaza et en Ukraine, une menace terroriste à son plus haut niveau, et des risques de troubles intérieurs massifs. Tout ça sous la gouvernance de gouvernants qui ne gouvernent plus. Campagne pour les législatives oblige et la probabilité d'être remplacé d'ici 2 semaines par une nouvelle équipe totalement inexpérimentée. Alors mon tableau est-il trop noir ou tout est-il parfaitement sous maîtrise et la fête pourra être belle sous les caméras de télévision du monde entier? Ouvrons grand les jeux et le débat ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et le grand plaisir de recevoir en duplex et autour de cette table, la chaise vide de Christophe Duby, le directeur exécutif des Jeux Olympiques, qui, à la dernière minute, nous a fait faux bond, après avoir multi-confirmé sa présence jusqu'à ces derniers jours. Mais patatras, par mail, à 2 heures de l'émission, l'assistante de Christophe Duby nous a fait savoir que malheureusement, je cite, compte tenu du programme extrêmement chargé, à presque un mois des Jeux Olympiques de Paris, Christophe ne pourra pas participer à l'émission aujourd'hui. Peut-être dort-il très mal, c'est tant vu le contexte qui augure ces Jeux. Peut-être est-ce votre présence aussi, Sébastien Chesboeuf. Sur ce plateau, on ne saura pas. Les voix du CIO sont impénétrables. Ancien membre, donc Sébastien Chesboeuf, vous êtes l'ancien membre, vous, du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, plus exactement responsable des relations institutionnelles et territoires dans ce comité. Et vous êtes devenu depuis ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Alerte sur les dysfonctionnements de gouvernance et les dépassements de budget notamment. Vous avez été licencié en 2020, décision condamnée par les prud'hommes qui ont jugé votre mise à pied abusive et sans fondement. Vous avez demandé à la Cour d'appel de Paris de se prononcer sur le fond. Les dysfonctionnements sont-ils avérés? Le verdict sera rendu à l'automne. Et en attendant, vous avez fait toute cette histoire un livre, La face cachée des JO, qui vient de paraître aux éditions Lattès et que je recommande évidemment chaleureusement, coécrit avec le journaliste d'investigation de France Télévisions Thierry Vildary et Jean-François Naville, également journaliste. Autre journaliste fameux chez nous, Joël Robert, bienvenue. Rédacteur en chef adjoint des sports à la RTS, on vous capte actuellement en duplex de Cologne. Vous vous apprêtez à commenter le match Suisse-Écosse, 8e de finale, qui commencera juste après notre émission. Ne zappez pas, surtout. Pierre Morat, merci à vous aussi d'être là. Ancien sportif d'élite et documentariste, vous avez ce soir également la casquette d'historien du sport et des JO, auquel vous avez consacré un livre, le CIO à Lausanne, 1939-1999. Last but not least, vous êtes coach d'athlètes qui iront peut-être aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et enfin, Philippe Val, notre éditorialiste, ancien rédacteur de Charlie Hebdo et de France Inter, qui ces temps-ci, entre le foot et les JO, ne sait plus où donner de l'esprit, n'est-ce pas Philippe? Grand fan de sport, devant l'éternel, je plaisante évidemment. Rire, c'est d'ailleurs votre dernier livre, magnifique, paru aux éditions L'Observatoire. Messieurs, bienvenue. Alors la France est hystérique depuis 10 jours, depuis la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée générale. Plus de pilotes politiques de l'Assemblée nationale. C'est la chaleur déjà, un vent d'été. Plus de pilotes politiques dans l'avion à la veille de cette immense route internationale que seront les JO de Paris. Faut-il célébrer ou s'inquiéter, Joël Robert ? Je crois qu'il faut faire un petit peu des deux. D'abord, célébrer parce que pour chaque athlète, c'est un rêve de participer aux JO. Paris a quand même un territoire fantastique pour proposer des JO. Je parle pas de la vie des Parisiens, mais les enceintes prévues seront quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il faut quand même s'en inquiéter. Mais comme tout gros événement, je suis en Allemagne pour l'Euro, on craint aussi des attentats terroristes, on craint des problèmes de cybersécurité, mais ça vaut aussi pour les rendez-vous politiques. On a eu la même chose du côté du Bürgerstock en Suisse il y a quelques semaines. Donc, pour moi, c'est un mélange des deux. Oui, je me réjouis d'aller à Paris pour l'aspect sportif.
Et puis l'aspect politique et l'aspect terroriste me font un petit peu peur aussi. Alors Philippe Ball, petite incise, hein, c'est vrai que dans le débat français aujourd'hui, on n'en parle pas du tout de ces Non, JO. on ne parle pas beaucoup des Jeux Olympiques. Ou quand on en parle, à Paris en tous les cas, c'est pour râler. Hein, c'est vraiment, c'est une colère. Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles dans ma vie, dans ma première vie, et j'ai toujours aimé les théâtres parce que la scène somptueuse, les lumières, etc., et les coulisses un peu dégueulasses, un peu le lavabo plein de tartre, les ampoules avec des crottes de mouches. Enfin. Et nous, les Parisiens, on a l'impression de vivre dans les coulisses, là. C'est plus du théâtre, et il y a quelque chose notre ville nous échappe. On ne peut plus passer la Seine, il faut un passeport. C'est une catastrophe. Les Parisiens sont hors d'eux, mais hors d'eux, quoi. Ils ne peuvent plus se déplacer pour travailler. Les voitures d'urgence ne peuvent plus aller à l'hôpital. Enfin, c'est une catastrophe. Les Parisiens se disent, mais à quoi bon? Enfin, je ne veux pas parler au nom de tous, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en arriver là pour une compétition sportive? C'est la grande question. Alors moi, je matinerai un tout petit peu ce portrait. Hein. J'étais ce week-end à Paris et c'est vrai que malgré tout, c'était relativement fluide. Un peu de touristes, peut-être qu'ils étaient un peu effrayés par les JO. Et les gens, en tout cas dans la restauration, ceux qui vont profiter des Jeux, étaient plutôt enthousiastes. Ils ont rajouté un 0 à leur menu, forcément. Mais le grand sujet d'inquiétude, le premier grand sujet d'inquiétude, évidemment, c'est cette cérémonie d'ouverture, répétition générale sur la Seine. Ce lundi, on regarde les images. Sur la Seine, des dizaines de bateaux prennent part aux répétitions. Lors de la cérémonie d'ouverture, ce sont au total 205 délégations qui défileront sur plus de 80 bateaux. Les bateaux, le jour de la cérémonie, déjà, ils vont être remplis de délégations qui sont avec leur tenue officielle, les drapeaux. C'est fondamentalement ça. On ne cherche pas particulièrement à les modifier par rapport à ce qu'ils sont. Sur comment on les voit tous les jours sur les lieux parisiens. Après, il y aura beaucoup d'autres choses autour, comme vous pouvez vous en douter. Si la parade sur la Seine reste le plan initial, le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas caché qu'une autre hypothèse a aussi été préparée. En cas de risque sécuritaire trop élevé, cet événement en plein air pourrait être remplacé par une cérémonie d'ouverture plus conventionnelle au Stade de France cette fois-ci. Alors grandiose, hein, du jamais vu, Sébastien Chesboeuf. 205 délégations qui défileront à ciel ouvert, plus de 300 000 personnes attendues sur les bords de Seine. Dans le contexte que j'ai décrit, un risque d'attentat actuel, Gaza, l'Ukraine, risque d'émeutes aussi internes. Est-ce que justement les organisateurs dont vous avez fait partie sont des apprentis sorciers ou bien ils ont justement le sens de la grandeur ? Mais je crois un peu les deux. C'est-à-dire que l'idée naît en 2021 de cette cérémonie sur la Seine, et c'est vrai qu'au départ, l'idée est hyper séduisante. On se dit, voilà, on a un écrin fabuleux pour cette cérémonie. Donc tout le monde est plutôt au départ très, très enjoué à cette idée-là. Et puis, je pense que le péché originel, c'est d'avoir été un peu vite en besogne et peut-être avoir précipité la prise de décision. Je m'explique. En décembre 2021, lorsque la décision est prise d'organiser, en tout cas d'acter cette cérémonie sur la Seine, lorsque la délibération est soumise au vote des membres du conseil d'administration, les études d'impact, tant en matière de sécurité qu'en matière de coûts, de budget, n'ont pas été réalisées. Et ça veut dire qu'en gros, on a demandé aux membres du conseil d'administration, et là, les membres du conseil d'administration, c'est la maire de Paris, c'est la présidente de la région Île-de-France, c'est la ministre des Sports, c'est le délégué interministériel au jeu Jean Castex, de prendre une décision sans avoir les éclairages nécessaires pour le faire. Donc évidemment, on souhaite que tout se déroule bien, qu'il n'y ait pas de problème, mais peut-être que la charrue a été mise avant les bœufs. Voilà simplement ce qu'on soulève dans le livre, avec quelques inquiétudes, effectivement, parce qu'on a côtoyé lors de cette enquête, on a en tout cas interviewé pendant cette enquête des hauts responsables en matière de sécurité à Paris. On s'est appuyé sur les déclarations, notamment du préfet de police de Paris de l'époque, Didier Lallemand, qui parlait d'une cérémonie déraisonnable, de Alain Boer, qui parlait d'une folie, lui, criminelle. Alain Boer, qui est le grand spécialiste de criminologie. Exactement, qui avait travaillé, qui a été consultant pour le Comité international olympique, notamment sur les Jeux d'Atlanta, et qui avait, lui, signalé les zones à risque lors des Jeux d'Atlanta de 1996, où effectivement il y a eu cet attentat dans le village. Donc voilà, l'idée c'était de souligner que peut-être qu'en termes de méthode, on a été un peu vite. Oui, et que le récit national qui a été fait, un peu fantasmé sur cette cérémonie et sur ces Jeux en général,
nous, on apporte des faits au cours de ce livre qui nuancent un peu ou contrastent le récit qui nous a été raconté pendant des années. Et notamment, vous parliez de la jauge des spectateurs. Lorsque la cérémonie a été présentée au début, Anne Hidalgo parlait de 2 millions de spectateurs, le comité d'organisation parlait de 1 million, puis finalement, on est revenu à 600 000 spectateurs, et pour arriver au final à 300 000 spectateurs. Et ce qui est assez drôle, et c'est l'anecdote qu'on rapporte dans le livre, c'est que nous, on a consulté une classe de BTS en management de sécurité, et que, donc des post-bac, et qu'en 3 semaines de temps, en respectant les standards en matière de sécurité sur ce type d'événement, ils sont arrivés à une jauge de 310 000 spectateurs. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on nous a vendu une cérémonie populaire avec 600 000 spectateurs sur les bords de Seine, et qu'en réalité, une classe de BTS, en 3 semaines, arrivait à la jauge de 300 000, qui sera la jauge définitive pour la cérémonie, si elle a lieu sur la Seine. Ce que vous décrivez très bien, c'est qu'effectivement, avec le moindre petit canif, on peut causer des dégâts considérables dans des foules comme ça qui sont immenses. Ça sera valable pour la cérémonie des Jeux, mais ça sera valable pour tous les sites olympiques, puisque c'est à ciel ouvert, c'est une ville-stade. Justement, Pierre Morat, est-ce qu'on pardonne un peu trop au sport ? Est-ce qu'on aurait justement ce type de folie des grandeurs avec d'autres événements que des événements sportifs aujourd'hui ? Bon, c'est clair que le sport est un des derniers domaines d'activité qui, en partie, fonctionnent en vase clos. C'est-à-dire que le storytelling, la dramaturgie, l'émotion permet d'effacer ou d'atténuer beaucoup de choses. Et finalement, on connaît l'impact que peut avoir le sport, le prestige national à travers le succès sportif des athlètes ou des équipes, et l'impact que ça a sur la population, comme opium des peuples, tout simplement. Et à partir de là, effectivement, le sport est un peu préservé, un peu de toute forme de contrôle que d'autres domaines de la vie publique, de la vie au sens large, connaissent de plus en plus dans notre société. Tout est très contrôlé, tout est très remis en question. Le sport, lui, reste, je ne sais pas encore pour combien de temps, quelque chose d'un peu légendaire, d'un peu intouchable pour beaucoup de personnes, et en particulier pour les politiques. Oui, Joël Robert, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de s'offrir ça en matière sécuritaire, parce qu'on voit même dans les pays comme la Russie, qui sont des pays extrêmement contrôlés, des attentats, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc pour ce genre de raout, est-ce que c'est encore raisonnable d'organiser ce genre de raout aujourd'hui ? Mais oui, je pense que c'est tout à fait raisonnable. On peut aussi voir le verre à moitié plein. Il y avait beaucoup plus de monde à Munich pour l'ouverture de l'Euro, pour le premier match, qu'il y aura de monde sur les quais de Seine pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a tous les jours, je reprends l'exemple de l'Euro, des centaines de milliers de personnes qui voyagent, qui sont dans les villes, qui sont dans les trains, qui sont partout, sans aucun problème pour l'instant. Alors évidemment que la menace existe toujours, la menace est continuelle lors des gros événements, mais pas uniquement lors des gros événements. On a tous en mémoire, malheureusement, que les attentats sanglants de Paris ont eu lieu alors qu'il n'y avait pas de gros événements sportifs. Alors oui, ils sont peut-être catalyseurs, mais si on se met de l'autre côté, qu'on voit le verre à moitié plein, on peut aussi se dire que c'est raisonnablement, ce n'est pas utopique non plus de penser que tout va bien se passer, même s'il y a 300 000 personnes sur les quais de Seine. Et puis vous savez, ce qui est important pour un pays, c'est de rayonner à l'international. Qu'il y ait finalement 50 000 ou 70 000 personnes au Stade de France ou 300 000 sur les quais de Seine, ce sont les centaines de milliers, voire même de millions de téléspectateurs qui, dans le monde entier, vont voir la ville lumière resplendir. Et au niveau communication, c'est ça le plus important que les 300 000 personnes sur les quais de Seine. Oui, si ça ne se transforme pas comme ça, comme cette finale de la Champions League, il y a 2 ans, on regarde les images. En Seine-Saint-Denis, ce sera donc un des sites olympiques, et notamment là où seront logées les délégations. Alors, Sébastien Chesboeuf pointait le manque de gouvernance. Est-ce que, justement, on ne risque pas d'avoir ce type d'émeute, notamment si par mégarde, dans 20 jours, le Rassemblement national prend le pouvoir? Est-ce que ça, c'est pas le risque majeur, en fait, des troubles intérieurs, et notamment dans les quartiers chauds? On se rappelle aussi des émeutes, l'année passée, qui ont complètement bouleversé la France. Et qui l'ont traumatisé. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en France n'est pas sans rapport avec ce qui s'est passé au mois de juin l'année dernière. Parce que ça a ébranlé quelque chose dans l'opinion sévèrement. On en est à espérer que les trafiquants de drogue ne vont pas vouloir d'émeutes pour pas que le business le plonge. Parce qu'on dit que les trafiquants de drogue, c'est eux qui tiennent les quartiers.
Oui. avec les imams. Mais c'est une plaisanterie, mais c'est pas une plaisanterie. En fait, on en est là aujourd'hui. Parce que sinon, on est toujours un peu au bord d'une émeute en France depuis un bon moment, d'une émeute ou d'une autre, partant des banlieues ou partant des territoires ruraux, mais plutôt des banlieues là en ce moment. Surtout que le Rassemblement national fait beaucoup parler de lui, est très haut et au bord de gagner la majorité à la Chambre. Donc, il y a quelque chose qui s'énerve en France en ce moment. C'est sûr, il y a une pression dans le pays qui se sent très fort. Il y a quelque chose de violent qui s'exprime. On le voit dans les faits divers, encore hier, à Courbevoie. Il y a quelque chose... Une jeune fille s'est fait violer voilà, c'est de ça. 12 ans. Ça fait monter beaucoup la pression. Moi, je suis de l'avis qu'il faut espérer que ça se passe bien, que les gens seront contents, que le sport en sortira propre et grandi, mais c'est pas sûr. Il n'y a pas tous les éléments pour rassurer tout le monde. Maintenant, c'est jamais facile, ces événements-là. Comme il le dit, déjà à Munich, en 60, je ne sais plus quelle année, 72, il y a eu des attentats. Et cette histoire continue. On voit bien, elle est continue, elle vient jusqu'à aujourd'hui. C'est catastrophique. On est obligé d'avoir à gérer ça tout le temps, et encore plus aujourd'hui, parce que c'est encore beaucoup plus tendu. Est-ce qu'on a les moyens ? On a mobilisé énormément de sociétés de sécurité privées. Vous savez que quand on embauche des policiers ou des gens dans la haute administration ou des gens dans la sécurité publique, il y a des enquêtes, ce qu'on appelle les renseignements généraux, mais de la sécurité intérieure sur chaque personne, mais y compris un criblage, même sur les magistrats, etc., quand ils prêtent serment, enfin, etc., etc. Et c'est nécessaire. Et là, on va embaucher des sociétés de sécurité. On ne connaît absolument pas le profil de ces employés, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont été embauchés dans le privé, ils vont devoir assurer une sécurité très complexe, parce que les mouvements de foule sont très durs à gérer. Évidemment, tout ça n'est pas rassurant, espérons que tout se passe bien. Et si tout ne se passe pas bien, qui sera le responsable ? Ce sera le CIO, ce sera le comité d'organisation de Paris 2024, ce sera Emmanuel Macron, ce sera qui ? Si malheureusement ça devait mal se passer, la responsabilité incomberait et au comité d'organisation et au pouvoir public. Le CIO dans l'histoire n'a pas tellement, il a simplement validé l'idée, mais il n'est pas à l'origine de la décision. La décision vient du comité d'organisation. Mais il a validé l'idée. Mais il a validé l'idée. Donc il cautionne. Cautionne. Toujours sur ce thème politique, donc dans 2 semaines, dans 20 jours, on va connaître le résultat de ces législatives. S'il y a une majorité, il y aura changement de Premier ministre vraisemblablement. Et on parle déjà des JO de la honte en les comparant, si le Rassemblement national prend le pouvoir, à aux JO de Berlin. On regarde l'affiche. On peut dire l'inverse. Si c'est le Front populaire qui prend le pouvoir, ça pourrait être les JO de Chavez. Est-ce qu'on a raison comme ça de politiser ces Jeux, Pierre Morat ? Alors, aujourd'hui, une chose qui est certaine, c'est que le sport est politique. Pendant des années, pendant des décennies, on a voulu totalement séparer le sport du politique. C'est ce qui a donné l'exclusion de Smith et Carlos et de leur fameux point ganté sur le podium des Jeux Olympiques de 68 à Mexico. Mais on vit une autre époque. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient, y compris au sein de la famille olympique, que le sport est politique, même si on marche sur des œufs et qu'on veut éviter autant que faire se peut de frayer avec le politique. Ou alors, avec le politiquement correct, ça va encore, on va dire. Mais la question, c'était quoi déjà au départ ? La question, c'est est-ce qu'on a raison de politiser ces Jeux ? Et puis, est-ce qu'on va interdire, comme la FIFA l'a fait, par exemple, au Qatar, aux sportifs de se prononcer, de prendre position ? On a vu Kylian Mbappé, on a vu Marcus Thuram, justement, appeler à voter notamment contre les extrêmes ou le Rassemblement national. Est-ce que là, il y aura des consignes du CIO ? On aurait bien aimé demander ça à Christophe Duby, mais voilà, il n'est pas là. Est-ce qu'il y aura des consignes données aux sportifs pour, justement, pas politiser si le Rassemblement national ou le Front populaire prenait le pouvoir dans quelques semaines. C'est difficile à dire, sauf du point de vue du mouvement olympique et donc des Jeux olympiques, il y a toujours eu, même si les choses ont beaucoup évolué, se sont beaucoup plus ouvertes depuis l'accession au pouvoir de personnes comme Juan Antonio Samaranch, etc., il y a toujours
eu un certain contrôle sur l'image des Jeux Olympiques. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, c'est le seul endroit où il n'y a pas de publicité dans les stades. Donc il y a des choses qui ne rentrent pas dans l'ère olympique, dans l'arène olympique. Maintenant, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est très difficile pour des instances sportives de s'opposer à l'expression de certaines idées politiques, sauf si justement elles vont à l'encontre de la charte. C'est ça plutôt. On se réfère beaucoup à la charte olympique pour laisser finalement l'expression se libérer chez les sportifs. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut pas faire non plus des Jeux un événement franco-français. Dès lors qu'ils vont commencer, ça va devenir un événement très international et cette expression politique, on va dire franco-française, va être aussi un petit peu noyé dans la masse, quelque part. Des Jeux internationaux, Joël Robert, mais est-ce que ce seront des Jeux du Nord? On voit actuellement Vladimir Poutine qui tient les Jeux des BRICS. Enfin, ce n'est pas lui qui les tient, mais ils se tiennent à Kazan, justement, actuellement, les Jeux des BRICS. Vladimir Poutine, dont les athlètes ne seront pas, en tout cas sous bannière russe, aux Jeux de Paris, et qui, justement, accuse, et même allé jusqu'à accuser de néonazisme le comité olympique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, justement, les Jeux, ne sont pas politiques, et deux, représentent le monde entier? Les Jeux sont politiques, ce que dit Pierre Morat est tout à fait juste. Après, ce que fait Poutine avec ces Jeux, on voit bien que ça marche pas. Personne ne les regarde, personne ne sait quels sont les athlètes qui vont y participer. Entre les Jeux Olympiques et les Jeux de Poutine, pour faire le raccourci, il n'y a pas photo. Les Jeux de Paris seront les vrais Jeux Olympiques. Et j'aimerais revenir sur votre comparaison. Les Jeux de la honte entre 36, faut pas non plus exagérer. Les Jeux de 36 ont été voulus par Adolf Hitler, ont été instrumentalisés par Adolf Hitler. Je pense pas qu'on en soit encore là du côté de Paris. On ne sait même pas quelles seront les personnes au gouvernement et qui ouvrira officiellement les Jeux. Mais pour moi, la comparaison entre les Jeux de 36 et les Jeux de Paris n'a aucun sens du tout. On n'en est quand même pas à ce niveau-là. Il faut pas exagérer. Et ce que dit encore une fois Pierre Morat est juste. Les Jeux sont internationaux. Il faut qu'on sorte de ce débat franco-français. Oui, il y a les élections législatives en France. Oui, c'est compliqué pour les Parisiens. Mais enfin, attendez, il y a d'autres villes qui ont organisé les Jeux. Il y a d'autres pays qui ont organisé les Jeux. Et ça s'est quand même assez relativement bien passé au niveau international. Je veux bien croire que la vie des Parisiens est perturbée, mais il y aura quand même des retombées, il y aura quand même des choses intéressantes pour tous ces Parisiens. Et dans quelques mois, ils seront tout contents d'avoir eu les Jeux. Ils pourront s'en enorgueillir durant de nombreuses années, j'en suis certain. Mais oui, allez-y, le Parisien. C'est faire un peu fi de notre vie quotidienne. Non, c'est pas que les Parisiens, c'est l'Île-de-France et c'est beaucoup. On est très nombreux en Île-de-France. On n'est pas simplement les 2 millions de Parisiens. Mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup de retombées. Non, à part si les restaurateurs et les chambres d'hôtel qui vont tripler, quadrupler, décupler leur prix. À part ça, non. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un effet drapeau, oui, fierté française? C'est que vous avez raison, c'est un événement international. Et le plaisir que ça peut donner aux gens sera international. Après tout, je ne veux pas dire que ce que nous vivons est un détail, nous les Parisiens. Ça n'est pas un détail, croyez-moi. Mais c'est vrai que c'est noyé dans quelque chose d'international qui peut réjouir beaucoup de gens. Mais quand même, je pense qu'il va y avoir dans la tête, dans la conscience de tous, de beaucoup de gens en tous les cas, une espèce de dramaturgie étrange, parce que le fait que la France passe à une majorité de droite nationaliste, souverainiste, d'extrême droite, je pense que ça va être un choc international aussi, parce que c'est un déséquilibre profond qui va être ressenti dans toute l'Europe comme quelque chose de tragique. Ça va être un événement international si nous avons, j'allais dire, une mauvaise surprise. Elle est presque. Est-ce que ça va être une surprise? Je ne crois pas que ce sera une surprise. Bon, ça peut être des forces égales, relativement égales. Je pense que c'est important pour les Américains, très important. Ils suivent ça très près. La presse américaine suit de très près ce qui se passe en France. Et toute l'Europe suit de très près ce qui se passe en France. C'est un des deux piliers de l'Europe. Là. Il va forcément y avoir une forme d'instrumentalisation en termes de communication. C'est ça. Ça, c'est sûr. Alors, je suis d'accord avec vous. Dire que c'est les Jeux de Munich, c'est n'importe quoi, évidemment. Le Rassemblement national, de Berlin.
Le jeu de Berlin, pardon, excusez-moi. Munich, c'est Gaza et Oui, Berlin, oui, c'est oui, Hitler. oui, les jeux de Berlin avec Hitler. D'abord, Hitler, on ne voit pas encore d'Hitler se lever en Europe et prendre le pouvoir. Et il n'y en a pas au Rassemblement national non plus. Dieu sait que je n'aime pas le Rassemblement national et que ce n'est pas mon parti. C'est pas la, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a un point qui est essentiel, c'est qu'il faut dissocier les deux choses. Il y a les jeux en eux-mêmes. Les jeux, quoi qu'il arrive, le 7 juillet, seront organisés, se dérouleront. C'est-à-dire que c'est une machine qui vit d'elle-même, en fait. Et à l'intérieur desquels l'État, finalement, n'a que peu d'implications, in fine. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement de gouvernement. Je lisais Guy Dru dans Le Monde, là, ces derniers jours. Les jeux se suffisent à eux-mêmes. Alors, pardon, mais pour la sécurité, s'il y a un changement de ministre de l'Intérieur, c'est déterminant. Oui, la sécurité, c'est quand même, le gros paquet de ça. L'organisation de la sécurité pendant les Jeux, enfin, j'ose espérer qu'elle est quand même lancée, elle est quand même organisée. On ne va pas révolutionner. Je ne pense pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, un nouveau gouvernement ou une nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, en France, va révolutionner l'organisation de la sécurité. Si on doit prendre des décisions, si on doit prendre des décisions rapides parce que justement il y a des émeutes, parce qu'il y a un attentat à Marseille, dans une autre risque, à mon avis, zone de la France. C'est effectivement le risque d'émeute. Voilà, parce que ce qu'on a du mal aujourd'hui à apprécier, c'est les conséquences d'une victoire le 7 juillet, soit du Rassemblement national, soit de bloc avec le nouveau Front populaire, enfin bon bref, que ça crée des émeutes. Et là, quelles conséquences ça a sur l'organisation même et le déroulement de la cérémonie et des épreuves. Et ça, ce sera une véritable question. Et là, seuls les gens qui seront en responsabilité à ce moment-là seront à même de pouvoir prendre ces responsabilités. C'est-à-dire que ce sera une responsabilité partagée entre les pouvoirs en place, de se dire quelle est l'issue la plus favorable, enfin quelle décision on doit prendre, quelle décision s'impose. Parce qu'on imagine que s'il y a le feu dans les quartiers en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres quartiers en région parisienne, bon, ça, oui, forcément, ça va perturber l'organisation des Jeux. Alors ça va la perturber, mais on parle de quoi? On parle de l'inexpérience potentielle des personnes qui risquent d'être en place au sein du gouvernement et des ministères clés par rapport à toutes les équipes qu'on a depuis 30 ans en France, ou est-ce qu'on parle de l'axe de décision? Parce que il peut y avoir des décisions, enfin, je pense qu'effectivement, vous avez évidemment raison, l'organisation de la sécurité, elle est en route depuis un bon moment. Et ce n'est pas parce d'autres vont arriver au pouvoir qu'ils vont tout changer, ils vont tout garder. Ce qui fait peur, c'est les décisions à prendre sur le chaud, sur le vif. Et c'est ça qui va prendre les bonnes décisions. Quel préfet, quel ministre de l'Intérieur? Alors, en même temps, je nuance un peu quand même le fait que les décisions, ou en tout cas les process en matière de sécurité se soient mis en place depuis des années, parce que pendant des années, le comité d'organisation nous a dit, et notamment Tony Estanguet, son président, nous a dit qu'il n'y a pas de plan B pour la cérémonie d'ouverture. Et finalement, le président de la République, en décembre 2023, à la télévision, dit qu'il y a un plan B, un plan C, un plan D. Donc, sur quel plan, en réalité, les services de sécurité travaillent? Alors, et puis, vous montrez bien dans votre livre qu'il y a quand même des dysfonctionnements, alors qui ne portent pas sur des conséquences comme ça majeures, mais enfin, une série de dysfonctionnements. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la République l'a répété à Apolline de Malherbe sur BFM au printemps, la décision de modifier, je reste sur la cérémonie d'ouverture, la décision de modifier le plan sur la cérémonie d'ouverture, on pourra la changer au dernier moment. Elle sera prise peut-être au dernier moment si l'actualité l'impose. Et elle sera prise par le gouvernement. Et elle sera prise par le gouvernement. De toute façon, depuis quelques mois, quelques semaines et quelques mois maintenant, la gestion de la cérémonie d'ouverture ne se fait plus au niveau du comité d'organisation. Elle se fait au niveau de l'État. Donc c'est l'État qui a repris la main. Le préfet et puis du ministre de l'Intérieur. Mais j'aimerais revenir, Joël Robert, sur la partition quand même du monde. Parce qu'aujourd'hui, on vit effectivement de plus en plus une partition entre Nord et Sud, les BRICS qui font leur jeu. C'est tout à fait symptomatique plutôt. Et est-ce que ça, à l'avenir des Jeux, justement, qui seront peut-être de plus en plus vus comme les Jeux du Nord face aux Jeux du Sud, les Jeux qui sont tenus par les pays occidentaux face aux Jeux du Sud, ils ont encore un avenir d'un rayonnement international? Oui, moi je pense que les Jeux ont encore un avenir. Je trouve que c'est un raccourci assez court de dire que ce sont les Jeux du Nord contre les Jeux du Sud. Alors peut-être que ces Jeux se déroulent dans les parties nord du monde,
Mais au niveau de la participation, au niveau de l'implication, les pays du Sud, les athlètes du Sud, pour les dénommer ainsi, pour reprendre votre définition, Madame Guinon, sont extrêmement bien représentés. Je pense pas qu'il y ait un clivage à ce niveau-là. Opposer des Jeux du Nord contre des Jeux du Sud, vraiment l'intérêt, et je vois pas le sens du débat. C'est ce que les BRICS dénoncent, hein. C'est pas moi. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a un risque de récupération, Pierre Morad, justement, à terme, et que justement on puisse se servir, enfin que la Chine, que la Russie, comme elles se servent d'ailleurs d'autres manifestations, pas uniquement sportives, hein, pour attaquer le Nord et essayer justement de ramener à elles d'autres... Elle pourrait le faire, mais la réalité des choses... Je dirais qu'elle est de deux ordres. La première, c'est que les Jeux, si on se situe sur un plan historique, c'est un modèle de mondialisation accompli, puisque pendant longtemps, ça a été des Jeux de l'aristocratie, purement occidentaux, purement aristocrates, etc. Et qu'avec le temps, non seulement se sont ouverts au monde, par la professionnalisation aussi du sport, donc on fait émerger des talents et des victoires et de la visibilité pour des pays, pour tous les pays du monde, mais en plus, et ça il faut le reconnaître, cette tendance a été beaucoup encouragée par le CIO, le mouvement olympique, et en son sein la solidarité olympique, qui redistribue une grande partie des richesses issues des Jeux olympiques, en particulier des droits de télévision, à des développements dans ces pays du Sud. Donc à ce niveau-là, j'entends la caisse de résonance que représente pour beaucoup de pays du Sud et beaucoup d'athlètes dits du Sud, que représentent les Jeux olympiques, est immense et n'a jamais été égalée, et elle grandit encore. L'autre chose qui est très importante, c'est que l'avantage qu'ont des manifestations comme les Jeux olympiques, surtout, mais aussi comme la Coupe du Monde ou comme l'Euro, c'est l'héritage. C'est-à-dire que c'est des événements qui s'inscrivent dans une backstory extrêmement riche, et même si c'est assez inconscient, finalement, pour beaucoup de personnes, participants, publics, supporters, etc., cette backstory, elle existe, elle est là. C'est des palmarès, c'est des médailles. On parle de Munich, on parle de Berlin. Même si on ne les a pas vécus, même si les générations d'aujourd'hui ne savent plus qui reconnaître le général de Gaulle ou Hitler même sur une image, on a ces notions, Berlin, la guerre froide, Montréal, Munich, et Les Jeux avaient lieu pendant la guerre froide. Les Jeux avaient lieu pendant la guerre froide. Il y avait aussi des jeux parallèles. Et il y a eu des jeux parallèles aussi qui n'ont jamais réussi à émerger. Des athlètes soviétiques participaient Exactement. aux Jeux olympiques. On se souvient des nageuses gonflées avec les hormones bloquées, avec des systèmes pileux, etc. Donc ils ont toujours réunifié les Jeux olympiques quand même. Les Jeux olympiques ont toujours unifié le monde. Et leur histoire est tellement forte que, à mon avis, j'aurais tendance à dire, il faut se lever de bonne heure pour pouvoir disloquer ça et générer de nouvelles compétitions qui puissent leur faire concurrence. Oui, parce que en plus, ça puisait déjà dans une mémoire antique. Voilà. Ça puisait dans la mémoire de l'Olympie, quand même. C'est une des forces, et quand on lit de l'histoire antique, on voit que l'importance des Jeux d'Olympie pour le bassin, enfin tout le bassin méditerranéen autour de la Grèce, et le statut des athlètes et la puissance des cités qui avaient des athlètes qui gagnaient les Jeux. C'était vraiment politiquement très 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 costaud déjà à l'époque. Donc ça puise dans cette mémoire-là aussi. Exactement. C'est la mémoire de la civilisation. Mais il y a quand même une question qui se pose sur la pérennité des Jeux dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui, parce que ça, c'est une autre question. Oui, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Mais c'est important quand même de le soulever, parce que quand le Comité international olympique se penche qui crée l'agenda 2020 pour redéfinir, en tout cas imaginer un nouveau modèle de Jeux olympiques, c'est que précisément, je pense qu'il se rend compte qu'on arrive petit à petit au bout du modèle et qu'il va falloir imaginer peut-être un autre modèle en prenant en compte des paramètres peut-être qu'on n'avait pas intégrés avant, qui sont précisément les paramètres géopolitiques. Là,
Parce que oui, très, très clairement, de moins en moins de populations, en tout cas occidentales, démocratiques, etc., veulent des Jeux aujourd'hui. Parce que ça coûte cher. C'est la grande angoisse du CIO. Mais oui, mais la grande angoisse du mouvement olympique, mais elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà eu lieu dans les années 80. On en reviendra peut-être. C'est le fait de ne pas trouver de pays et de villes et donc de pays pour les organiser. Parce que la grande question, c'est... poser la question pourquoi. Voilà. La grande question, c'est qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'il n'y a pas de retombées. Qu'est-ce que ça rapporte? Parce que le mantra de Paris 2024, c'est l'héritage, justement. Vous en avez parlé aussi. Qu'est-ce que ça rapporte aux populations, les Jeux Olympiques? Je vais répondre à votre question, mais simplement, je reviens sur ce point-là qui est important, le fait qu'effectivement, il y ait de moins en moins de pays qui se portent candidats à l'organisation des Jeux Olympiques. Mais ça a été par vague. Par vague, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a, dans ces raisons, dans ces motifs, et pour le coup, c'est ce qu'on essaye d'illustrer dans notre livre, c'est que je pense qu'il faut avoir un discours très clair quand on organise les Jeux Olympiques dans un pays. Je m'explique. Si, en 2016, 2017, la France avait dit, écoutez, on veut organiser les Jeux Olympiques, ça va coûter de l'argent, c'est un investissement, mais c'est une décision politique que nous prenons parce que c'est une formidable occasion de mettre en avant le savoir-faire français. C'est une page de pub à l'international de la France. On va faire rayonner la France dans le monde entier. Alors, c'est un investissement, c'est un choix, ça va coûter de l'argent, et c'est comme ça. Sauf que quand on tient un discours qui est de dire les Jeux Olympiques vont financer les Jeux, il n'y aura pas d'impôt JO, les contribuables ne vont pas être impactés. Dès lors qu'on part sur un postulat de départ qui n'est pas... On va offrir des investissements en Seine-Saint-Denis à des enfants qui sont déshérités. Qu'est-ce qu'on crée pour les autres potentiels pays hôtes à venir? Quand ils vont voir le résultat... Concrètement, ça va coûter combien de vrai pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dit le 26 mars dernier, les Jeux Olympiques vont coûter entre 3, 4, 5 milliards d'euros aux contribuables français. En plus, enfin je veux dire... oui, l'argent public, sans compter les... Bon, après, ça c'est les spécificités franco-françaises, mais les primes pour les forces de l'ordre qui sont en flux tendu depuis 2 ans et que c'est légitime qu'elles demandent à être un peu indemnisées pour ça. Des grosses primes, je peux vous le dire. C'est pas des grosses primes pour 1 900 €. C'est ça. Bon, 1900, mais si on prend juste la cérémonie d'ouverture, on a 45 000 agents de force de l'ordre. Voilà. Bon, donc ça fait tout de suite des millions. Et donc, je pense que pour partie, la pénurie de candidats vient de là. Parce que si on a un discours de clarté au départ en disant c'est un choix, ça va nous coûter de l'argent, mais écoutez, et c'est vrai que c'est une formidable vitrine, les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est une occasion dans le monde entier de faire rayonner la France. I love Paris. I love Paris. Et de temps en temps, on en a besoin. Et peut-être plus... Ce qui est difficile à mesurer concrètement, les retombées en termes d'image sont toujours difficiles à mesurer concrètement. Bah, vous voyez, il y a des petites tours Eiffel comme ça qu'on achète. Moi, je pense qu'on avait le choix il y a quelques années entre les Jeux Olympiques et l'exposition universelle qui finalement ira en Arabie Saoudite. Les manifestations sportives énormes, on en a beaucoup, on en a énormément. Les plus grands endroits où pour recevoir du public, ce sont des endroits pour le sport. On dépense beaucoup d'argent pour ça, c'est très bien. Bon, est-ce qu'en plus, il fallait cette énorme dépense que sont les Jeux Olympiques avec des retombées seulement d'image? Non, il y a quand même de l'infrastructure qui se crée. Oui, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est les infrastructures qui vont rester provisoirement, comme la piscine dans l'aréna on va démonter après les Jeux Olympiques. Bon, parce que celle qu'on avait prévu de faire, elle marche pas. Il y aura aucune. Il y a une piscine. Il y aura une vraie piscine qui va être offerte à Seine-Saint-Denis. Mais quand on sait que Seine-Saint-Denis, il y a un enfant sur 2, c'est juste un enfant sur 2 qui ne sait pas nager. Il n'y a quasiment pas d'infrastructure sportive et il n'y en aura pas plus à part cette piscine-là pour les enfants les plus déshérités et qui d'ailleurs en plus vont bénéficier de vacances. C'est la première fois que le plan justement de vacances et de loisirs qui est prévu pour les quartiers déshérités de Paris va s'appliquer cet été pour les faire partir. Pour éviter, j'imagine, qu'il y ait des émeutes. Mais donc là, on peut parler quand même un tout petit peu de l'ambiguïté de l'héritage. C'est très ambigu. Et on aurait eu l'exposition, rappelons les retombées de l'exposition universelle de la fin du 19e siècle et celle de 1900. Il y a la Tour Eiffel, il y a le Grand Palais, il y a des traces dans Paris qui sont absolument magnifiques. Et puis, il y a toute la science du monde, toutes les inventions du monde qui sont arrivées là. Et la France a montré les siennes et ses artistes et ses savants, etc. Là, c'est quand même des gens qui courent en short.
C'est bien, j'adore ça. C'est réducteur, Philippe. Ça. Non, mais... C'est un grand amateur de sport, Philippe. Non, mais j'ai pas de mépris pour ça, je suis moi-même sportif, mais c'est pas, ça s'en va tout de suite. C'est une fois gagné les quelques centièmes de seconde qu'on espère gagner, c'est fini. Est-ce que le sport c'est pas que des champions, hein, les Jeux Olympiques. Faut bien être aussi. On pourra parler peut-être des athlètes, parce que je pense que les grands oubliés des Jeux Olympiques, quand on a ce type de débat, en général, c'est les athlètes. C'est les athlètes. Je pense que l'héritage, il est surtout au niveau de la jeunesse et des athlètes. Ah oui, mais la jeunesse, elle a besoin de faire du sport, et elle a besoin aussi de s'intéresser au monde et à d'autres choses que le sport. Alors on écoute justement, ça c'était un petit reportage fait par Radio France sur les jeunes qui apparemment s'en fichent des Jeux Olympiques, étonnamment, alors qu'ils adorent le foot et puis mais il n'y a que le foot. Ils adorent aussi Bardella, mais les Jeux Olympiques apparemment ça les touche pas. Les jeunes et les JO, c'est assez simple. Les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas vraiment. Je pense que c'est plus les personnes âgées, je pense 40, 50 ans. Ça c'était Jade, elle est en 4e et elle fait de la boxe depuis 2 ans pourtant. J'ai aussi rencontré Faël. Là moi je m'en fous des JO, ça va être le bordel. Faël il a 19 ans, lui et ses potes ne se sentent pas concernés par les questions sportives pendant les Jeux. Ils n'y sont même pas sensibilisés à l'école. Pourtant il adore le sport, il a fait du foot pendant 7 ans quand il habitait dans le 95. Aujourd'hui il ne pratique plus. Et depuis que je suis à Paris, je sais pas, j'étais pas motivé donc... Moi j'ai arrêté parce que tout ce qui est licence, les trucs comme ça, c'est trop cher, surtout à Paris. Joël Robert, est-ce que les Jeux Olympiques sont des sports de vieux, enfin de vieux, de quarantenaires et de riches ? Mais non, pas du tout. Et je trouve ça très réducteur parce que si vous allez autour d'un stade d'athlétisme, autour d'une piscine ou si vous allez à un endroit où on fait du sport, autour d'un vélodrome, vous aurez exactement l'inverse. Oui, le sport intéresse encore les jeunes. Le sport fait rêver des jeunes, fait rêver des jeunes athlètes. Et ce que disait Philippe Morat tout à l'heure est absolument vrai. Dans tous les débats que l'on fait autour des Jeux, la sécurité, l'héritage et tout, on oublie le nerf de tout cela. Ce sont les athlètes qui, pour la plupart aux Jeux Olympiques, c'est pas le monde du foot, sont des athlètes qui ne gagnent pas forcément tous leur vie avec leur sport, qui se battent 4 ans sportivement pour arriver potentiellement à faire du sport, aller aux Jeux Olympiques, et ça, on l'oublie peut-être un petit peu. Donc non, ce n'est pas un sport de vieux. Les Jeux Olympiques ne sont pas des sports de vieux. Encore une fois, je ne travaille pas pour le CIO, je travaille pour un mandat de service public, et je vous trouve tout à l'heure un petit peu négatif en disant que les Jeux Olympiques ont de la peine à trouver des villes organisatrices jusqu'en 2038, ça fait donc dans 14 ans, pratiquement tout est déjà distribué. Donc le CIO, et c'est vrai, a commis des erreurs par le passé, mais s'est rendu compte de ces erreurs, a redistribué les cartes. Il y a ce fameux agenda 2020 qui permet maintenant de nouveau à des villes, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, de s'intéresser aux Jeux Olympiques. Donc dire que les Jeux n'intéressent plus personne, je ne partage pas du tout cet avis. Robert, dans un pays comme la Suisse, démocratique, on n'a toujours pas de Jeux parce que la population manifestement n'en veut pas. Si ça nous rapportait autant que ça, on en voudrait, non ? Non, mais c'est pas sûr qu'on n'aura pas de Jeux parce que la Suisse est en dialogue permanent pour avoir potentiellement les Jeux d'hiver de 2038. Je pense dans cette question d'argent, parce que c'est ça le nerf de la guerre, il y a 2 choses à différencier. Il y a le budget de fonctionnement des Jeux qui peut être couvert par la billetterie, les partenariats et tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le budget d'investissement. Si la Suisse hérite des Jeux Olympiques en 2038, chaque région voudra peut-être, en termes d'investissement, agrandir une route, agrandir un bâtiment, faire une infrastructure qui pourra servir pour le futur, pour amener des gens sur les pistes de ski, peut-être rénover son système ferroviaire, pour faire des stations de ski un peu plus vertes, un peu plus accessibles, sans les transports actuels en voiture ou en car. Tout cela, ce sont des investissements qui peuvent servir pour 2 ou 3 générations. Et ces 2 budgets-là doivent être, à mon avis, complètement différenciés. Alors, on va parler quand même juste des athlètes. Ouais, moi, je suis sur le terrain. Moi, j'entraîne des athlètes qui aujourd'hui ont 17, 18, 19 ans. Ce sont des espoirs qui iront aux Jeux Olympiques pour certains d'entre eux dans quelques années. Il y a un enthousiasme. J'entends, les Jeux Olympiques sont un phare, sont un guide pour un objectif central. Vous-même, vous étiez athlète d'élite, vous avez été empêché d'aller aux Jeux Olympiques par une blessure juste quelques mois avant. Alors, c'était bien sûr une très grosse déchirure, mais les Jeux Olympiques, c'est vraiment le phare des athlètes, mais surtout, pour me porter un peu en faux contre votre point de vue, que je comprends par ailleurs, ou ce reportage de Radio France, c'est que, et je le vois dans l'athlétisme, mais le nombre de jeunes qui sollicitent, après des Jeux Olympiques, une licence dans un club de judo, d'escrime, d'athlétisme, de natation, même de lutte gréco-romaine,
on ne se rend même pas compte. Les Jeux Olympiques génèrent une dynamique autour de la jeunesse à faire du sport, à découvrir un sport, voire à grandir dans ce sport. Et pour moi, qui suis à la fois un intellectuel et un sportif, en tout cas je me considère comme tel, j'ai toujours et c'est pour ça que je suis aujourd'hui coach, je pense que le sport, et plutôt la compétition sportive, m'ont fait grandir en tant que personne encore plus que mon développement intellectuel à travers mes études. C'est extrêmement formateur, le sport. Et à partir du moment où des Jeux Olympiques, par leur exemple, par ce qu'ils génèrent en termes d'image, d'émotion, peuvent susciter des vocations chez la jeunesse, c'est un pari qui est gagnant pour l'avenir. Et c'est extrêmement, extrêmement formateur pour cette jeunesse. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi, à 3 semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne parle pas des athlètes et du sport aujourd'hui ? Parce qu'on est... Pourquoi on parle de sécurité ? Pourquoi on parle de cérémonie sur la scène qui va se tenir ou non sur la scène ? Pourquoi ? Je pense que les athlètes sont les grands oubliés. D'ailleurs, le choix de faire cette cérémonie sur la scène, vous l'avez très très bien souligné dans votre livre en parlant de ces plus de 5 heures d'attente et peut-être une dizaine d'heures entre le moment où les gens partiront des Jeux. Ça fait que la plupart des athlètes qui veulent avoir une compétition qui se tient ne pourront pas participer à ce type de cérémonie. C'est précisément la réponse que j'attendais de votre part, parce que ça veut peut-être dire que on ne parle pas des Jeux Olympiques. Non, mais dans la façon, là je reste encore une fois sur les Jeux de Paris, dans la façon dont les Jeux Olympiques de Paris ont été conçus, peut-être que l'athlète, contrairement à ce qu'on nous a laissé entendre, n'a pas été au centre du projet. Je pense. En tout cas, la cérémonie d'ouverture, on ne pense pas aux athlètes. Et que les Jeux Olympiques, par définition, et vous avez totalement raison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on finit le livre sur cette phrase-là, en disant maintenant c'est aux sportifs et aux athlètes d'écrire les Jeux qui vont s'ouvrir, parce que les Jeux Olympiques, c'est pour les athlètes et les sportifs. Ouais. Il y a 2 moments importants pour un athlète pendant les Jeux Olympiques. Il y a sa compétition, bien sûr, et il y a la cérémonie d'ouverture. Il y a ce défilé des nations devant le monde, etc., en mondiovision, etc. Et ça, on doit garder l'athlète au centre. À partir du moment où les contraintes sont telles pour les athlètes, comme vous l'avez énoncé dans votre livre, sur une cérémonie du type de celle qui a été conçue sur la scène, on doit se poser la question, avant tout, du confort des athlètes. Qui sera là ? Or, ce que vous dites, et c'est sans doute juste, la plupart des athlètes ne pourront pas être là parce qu'ils mettent en péril leur compétition à partir du moment où ils s'investissent dans cette cérémonie d'ouverture. Et c'est très, 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 très dommage. Ouais, mais est-ce que Joël Robert, justement, c'est pas parce que un des nœuds du problème. Les Jeux Olympiques, justement, c'est pas parce que c'est d'abord un business formidable, des droits télé, comme d'ailleurs la Coupe du Monde, comme d'ailleurs l'Euro, toutes ces grandes manifestations sportives sont d'abord des entreprises extrêmement lucratives. Mais évidemment que les Jeux sont lucratifs pour le CIO, et heureusement, parce que nombre de petites fédérations, sans l'apport de l'argent du CIO, et l'apport de l'argent du CIO vient des Jeux Olympiques, ne pourraient tout simplement pas vivre. Les fédérations internationales, dont la plupart ont leur siège en Suisse, pour certaines, dépendent de 75 à 80% de l'argent qu'ils reçoivent, que ces fédérations reçoivent du CIO. Donc, heureusement qu'il y a des entreprises qui investissent dans les Jeux Olympiques pour permettre à toutes ces petites fédérations de vivre et d'entraîner potentiellement des jeunes enfants, des jeunes gamins sur la voie des sports. Donc oui, c'est lucratif, oui, c'est intéressant, oui, parfois l'argent prend le dessus, mais cet argent est quand même redistribué et toutes ces fédérations en profitent. Alors effectivement, il y a cette problématique, notamment pour les enfants de Seine-Saint-Denis, enfin tous les enfants de ces quartiers privilégiés, parce qu'on a entendu dans le son de Radio France, on a entendu les licences sont chères, et effectivement, quand on a les moyens dans des pays riches comme la Suisse, on peut accéder à ces sports un peu moins. Mais ce qui est très très frappant, c'est que malgré toutes ces critiques-là, malgré le fait qu'effectivement il y ait des doutes sur la redistribution, l'héritage, notamment pour les quartiers les plus défavorisés, que la facture a explosé, on n'a pas vu en France de partis politiques, d'opposition qui saisissent le moindre moucheron pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement, se saisir de ce dossier. Pourquoi ? Est-ce que quand on parle de sport, justement, on ne touche pas, parce que c'est électoralement pas un bon médium ? Oui, pour le coup, encore une fois, nous, on s'est retrouvés un peu exposés parce que on a confronté le récit national, encore une fois fantasmé, qui nous est fait de ces Jeux, à des faits et à l'organisation telle que nous, on l'avait vécu. Et quand on a soulevé un certain nombre de faits et un certain nombre de problèmes, on se dit, mais il y a quand même, à un moment ou à un autre, les pouvoirs publics vont s'intéresser à ce sujet-là et vont dire, mais attendez, faut peut-être qu'on appuie un peu sur le frein, parce que
Ce que Pierre Moscovici soulevait en mars 2026 sur le coût pour le contribuable français, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure de l'organisation du dossier, on a pris conscience de ça. On s'est rendu compte que le budget allait exploser et qu'il y a des choses qu'on n'allait plus maîtriser. Bon. Et les responsables politiques, à l'époque, ont été saisis de ces questions-là, mais certains même s'en sont auto-saisis. On a le sénateur du Val d'Oise, Arnaud Bazin, qui, lorsqu'il il découvre le référé de la Cour des comptes qui dit « Attention, le budget du COJO n'est pas sécurisé en juin 2021 », il adresse une question écrite au ministère des Finances, à Bercy, à Bruno Le Maire, en lui disant « Mais pouvez-vous me dire si le budget du COJO des Jeux est sécurisé ?» Et la réponse du ministre des Finances est de dire « Oui, la trajectoire budgétaire de Paris 2024, donc du comité d'organisation, n'a pas présenté suffisamment d'alertes pour qu'on augmente la garantie de l'État pour couvrir en cas de déficit des Jeux. » Et 2 semaines après, la garantie de l'État passe de 1,2 milliard d'euros à 3 milliards d'euros. Mais sauf que on n'a pas entendu les Républicains, on n'a pas entendu le Rassemblement national hurler. Non, parce que quand on en parle avec eux, et nous on les a rencontrés, quand on en parle avec eux, quelles que soient les forces d'opposition, toutes nous ont dit « Ah oui, mais c'est les Jeux Olympiques. » Voilà. Et donc il y a un risque. On ne sait pas, ça va probablement susciter un engouement. On va apparaître, très clairement, je les cite, on va apparaître comme les pisse-froids, comme les JO Bachar. Les JO... comme vous. Le réseau des scènes nationales, l'audiovisuel public, on demande à tout le monde de faire des économies parce que le mot culture n'ouvre pas toutes les caisses. Le mot information n'ouvre pas toutes les caisses. Il y a des tas de choses qui n'ouvrent pas toutes les caisses. Le mot sport, ça ouvre tout. Le mot sport, ça ouvre tout. Et au détriment du sport, peut-être, finalement. Parce que ces grandes mises en scène hors de prix qui n'atteignent pas le but désiré, finalement, elles sont le produit de cette dinguerie. C'est la seule chose qu'il y a de commun entre Hitler et Staline, c'est aussi le sport. Ils étaient tous fans de sport. C'est transversal à tout. C'est politique, le sport, certes. Mais qu'on soit un grand dictateur ou un grand démocrate, de toute façon, dès qu'il s'agit de sport, tout le monde est d'accord pour ouvrir les caisses à n'importe quel prix. C'est, comme disait Macron, coûte que coûte, le sport. Coûte que coûte. Et puis, oui, il faut conclure vraiment très, très rapidement. J'aimerais juste donner la parole à Joël Robert, parce qu'avant qu'il parte commenter le match Suisse, justement, Suisse-Écosse. C'est vrai qu'on avait vu ça, on a fait une émission juste avant aussi la Coupe du Monde au Qatar, qui avait suscité tellement de polémiques. Et puis on le disait, voilà, dans quelques jours, tout sera oublié de toute façon. Voilà, le monde entier vit sport, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est ça le grand lead actuellement, Joël Robert. Oui, le monde vit sport, mais je crois que le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur n'est pas dupe non plus. Il sait pertinemment ce qu'il se passe en France, que politiquement la situation est tendue, qu'au niveau international, il y a des risques de tous côtés. L'amateur de sport peut très bien s'enthousiasmer sur un but d'Mbappé, peut très bien s'enthousiasmer sur un record suisse, un record mondial lors des Jeux de Paris, mais être aussi tout à fait conscient qu'il y a des choses plus importantes, plus graves que le sport dans la vie, qu'il y a des destins qui se jouent, qu'il y a des politiques en France et ailleurs dans le monde qui sont compliquées, qu'il y a des personnes oppressées dans le monde, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien être passionné par les Jeux et puis conscient et réaliste de ce qui se passe autour des Jeux, dans le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes d'accord? C'est l'opium du peuple. Oui, tout à fait. En quelques mots, on a conclu. Il y a une grande contradiction à travers ces Jeux de Paris, c'est que d'un côté, même si on en a peu parlé, on a un CIO qui, quelles que soient les critiques qu'on peut lui attribuer, lutte contre le gigantisme depuis un certain temps. On limite le nombre d'athlètes, à peu près 10 000. Il y a moins d'athlètes, enfin en tout cas, on limite le nombre de sports, on limite le nombre de disciplines pour pas que ces Jeux deviennent trop grands. On essaye, à travers cet agenda 2020, de développer des choses qui soient beaucoup plus durables. Et à côté de ça, on imagine une cérémonie d'ouverture sur la scène qui est, par essence, une forme de gigantisme, qui va générer des coûts, en particulier sécuritaires, beaucoup plus importants que si cette cérémonie avait eu lieu en stade. Parce que ce qui se passe, c'est que la clé, aujourd'hui, de cette explosion des coûts des Jeux Olympiques, pour moi, c'est surtout la sécurité, de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Depuis une vingtaine d'années et l'émergence du terrorisme, on est obligé de protéger les grands événements de manière disproportionnée et ça coûte très très cher. D'où le type de débat qu'on a
aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est le gigantisme. Et la question qu'on doit vraiment se poser par rapport aux Jeux de Paris, et la question que je me pose à la lecture de votre livre, c'est effectivement quel est le sens par rapport au sens de l'histoire de l'organisation d'une telle manifestation et d'une telle cérémonie d'ouverture sur la scène. Vraiment, fondamentalement. On est tous d'accord, je pense. Je suis heureux, ça veut dire qu'on a été suffisamment clair avec Thierry et Jean-François sur cette question-là et cette interrogation-là pour que vous souleviez ce point. Parce que je pense que c'est une des vraies questions. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Sébastien Chesboeuf, je rappelle donc votre livre « La face cachée des JO » est coécrit avec Thierry Vildary et Jean-François Naville, Naville c'est un nom qui est connu chez nous. Philippe Val, merci beaucoup. Rire à l'Observatoire. Joël Robert, bon match. Commentez-nous bien. Croise les doigts pour la Suisse. Soyons un peu chauvins. Pierre Morat, merci beaucoup. Et Christophe Duby, merci beaucoup aussi de votre absence. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le point en replay est à retrouver en tout temps sur YouTube Éléments Bleus et sur notre site lémentsbleus.ch. Onglet Le Point. Très belle semaine et belle soirée à toutes et tous. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté Le Point.